Bonjour à tous et du coup, bienvenue dans ce webinaire dédié à la compréhension des étapes du processus d'actualisation vis-à-vis de la norme 62366. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, c'est Amandine Broussier, donc je suis spécialiste en actualisation depuis bientôt 9 ans. Donc, j'ai accompagné une trentaine de fabricants dans la mise en place et la réalisation du processus pour le marquage CE et pour l'agrément FDA, quelles que soient les classes de dispositifs, que ce soit du DM, de l'IVD et sur toute typologie de dispositifs. Et je suis également la cofondatrice de Usarea. Donc chez Usarea, on accompagne les fabricants dans la mise sur le marché d'un dispositif sécurisé, adapté aux utilisateurs tout en répondant aux exigences réglementaires pour les marquages CE et FDA. Donc, ce qu'on propose au niveau de nos services, hein, brièvement, c'est des prestations en actualisation. On fait aussi de la formation sur l'actualisation. On a une partie de recherche utilisateur pour mieux comprendre les besoins des utilisateurs et concevoir des solutions adaptées, quel que soit le dispositif en santé de manière globale. On fait aussi de la conception, donc que ce soit de la conception d'interfaces numériques ou de documentation d'accompagnement, donc notices, guide de démarrage rapide, support de formation. Et on propose des prestations d'autorisation de mise sur le marché à travers des études de maniabilité et de lisibilité de notices. Et on intervient sur tout type de produit, que ce soit du dispositif physique, du diagnostic in vitro, de l'application, du logiciel, du médicament, des supports de formation, etc. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est globalement de vous expliquer les étapes du processus d'actualisation. Donc de balayer toutes les étapes sans rentrer trop en détail. On fera des webinaires dédiés pour chacune des étapes. Donc on balayera rapidement le cadre réglementaire, puis les définitions principales liées au processus, et ensuite chacune des étapes, ensuite une petite conclusion et une phase de questions-réponses à la fin. Donc au niveau du cadre réglementaire. Tout d'abord, pourquoi on doit faire de l'actualisation? Eh bien, tout simplement, puisqu'au niveau des règlements MDR et IVDR, on a plusieurs articles qui vont nous dire de s'intéresser aux erreurs liées à l'utilisation, au caractère ergonomique des dispositifs. Et du coup, on nous demande de réduire au maximum les erreurs d'utilisation. Pour ce faire, c'est lié à l'actualisation. Et l'article numéro 1 du MDR et de l'IVDR nous demande de suivre l'état de l'art. Et en matière d'état de l'art de l'actualisation, ça correspond donc à la norme 62366-1 2015, amendement 1 2020, pour tous les DM, y compris les diagnostics in vitro. Et on aura la norme aussi 6601-1-6 pour tout ce qui va être dispositifs électromédicaux. Donc pour un rapide historique de la norme 62366, donc il faut savoir qu'on a eu la première version en 2007. Puis il y a eu une révision en 2015 où la norme a été divisée en deux parties. Donc la 62366-1 qui va être la norme principale qui va contenir les exigences essentielles et le guide technique 62366-2 qui va nous expliquer comment appliquer ces exigences. Et enfin, il y a une mise à jour de fait en 2020. Il y a eu un amendement sur la -1. À noter que cette version n'est toujours pas publiée au journal officiel, donc elle n'est pas harmonisée sous le MDR et l'IVDR, mais elle constitue tout de même la référence à utiliser, c'est-à-dire qu'en cas d'audit, on va vous demander d'utiliser la version amendement 1 2020 et pas les autres versions. Et à savoir que le guide technique 62366-2 est en cours de révision, et du coup, on devra avoir la révision qui va apparaître début février 2026, si tout se passe bien. Donc, au niveau du processus d'aptitude à l'utilisation. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'aptitude à l'utilisation? Eh bien, c'est la caractéristique de l'interface utilisateur qui va faciliter l'utilisation, qui établit donc l'efficacité, le rendement et la satisfaction de l'utilisateur dans l'environnement prévu. Autrement, l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment les utilisateurs vont interagir avec un dispositif médical, étudier l'impact de cette conception sur les interactions. Donc l'objectif, c'est de prendre son utilisateur dans son contexte d'utilisation avec son interface et de voir s'il parvient à utiliser correctement son dispositif. Quand on parle de usability, on fait référence à utilisabilité. Donc l'utilisabilité, ça se ressemble globalement à l'aptitude à l'utilisation. Ça va être le degré selon lequel un produit peut être utilisé par des utilisateurs identifiés pour atteindre des buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction. Donc on retrouve toujours ces notions d'efficacité, d'efficience et de satisfaction. Pour vous donner un exemple concret, si demain on vous demande de designer une porte, vous vous dites, bon, bah, une porte, c'est une porte. Mais si on s'intéresse plus précisément à nos utilisateurs, donc par exemple, je dois designer une porte pour un banquier ou une porte pour un médecin,
eh bien, à la fin, on ne va pas du tout designer la même porte, puisque pour un banquier, on va plutôt une porte sécurisée pour éviter qu'on aille nous voler notre argent. Et pour le domaine hospitalier, on va faire des portes plutôt sans poignée pour éviter de rompre la stérilité ou pour pouvoir pousser les chariots plus facilement. Donc voilà, on voit bien qu'en fonction du contexte et de nos utilisateurs, on part d'un même produit, mais on va arriver à deux solutions totalement différentes. Et globalement, l'utilisabilité, c'est ça. Donc, au niveau du processus d'actualisation tel que décrit dans la norme 62366, il faut savoir qu'on va s'intéresser à plusieurs cycles de vie, pas uniquement à l'utilisation. Ce qui est pour l'instant défini dans la norme, c'est qu'on va partir du transport jusqu'à l'élimination. À savoir que ça, c'est les phases qui sont écrites dans la norme, mais forcément, si par exemple vous êtes sur un DM logiciel, vous n'aurez peut-être pas les phases de stockage et de transport. Et vous pouvez également ajouter des phases en fonction de votre dispositif. Mais globalement, tout ça pour dire qu'on va s'intéresser à toutes les phases et on ne va pas se focus uniquement sur le fonctionnement du dispositif. Au niveau de savoir qui doit réaliser l'actualisation, puisque c'est une question qui revient assez régulièrement, ce que nous dit la norme, c'est que ça doit être planifié, effectué et documenté par le personnel considéré comme compétent sur la base du degré d'instruction approprié de la formation, des connaissances ou de l'expérience. Donc autrement dit, c'est assez vaste, mais généralement une personne qui a suivi une formation en 62-366 ou qui a des connaissances d'une précédente expérience peut réaliser le processus d'actualisation. Au niveau des différentes étapes, il faut savoir qu'on en a plusieurs. Donc la première, c'est celle de la spécification d'utilisation. Puis on passe à l'analyse des risques, à savoir que ici je l'ai regroupé en un bloc appelé analyse des risques, mais c'est 3 sous-étapes différentes. Ensuite, on va venir sélectionner les scénarios d'utilisation pour l'évaluation sommative, puis spécifier son interface utilisateur, écrire le plan d'évaluation de l'interface, concevoir notre interface et réaliser des évaluations formatives, et on finit avec la phase d'évaluation sommative. Donc la première étape, c'est celle appelée la spécification d'utilisation, qui est l'étape du coup 5.1 de la norme. Donc la spécification, ce qu'elle doit contenir, c'est tout d'abord l'indication médicale prévue. Donc à quoi sert votre dispositif, quelle pathologie il va venir traiter. Puis on va décrire la population de patients prévus. Est-ce que ce sont des adultes, des enfants, est-ce qu'ils sont atteints d'une maladie particulière. La partie du corps ou le type de tissu visé, donc sur quoi va agir l'appareil, avec quelle partie de son corps l'utilisateur va être en action, est-ce que ça va être avec son doigt ou autre. Le profil de l'utilisateur prévu, donc qui va utiliser mon dispositif. L'environnement d'utilisation prévu. Donc la norme met tout au singulier, mais généralement, ces éléments-là, il faut les prendre au pluriel, parce qu'on a souvent plusieurs environnements, plusieurs utilisateurs. Et enfin, le principe de fonctionnement de nos dispositifs. Donc ça, c'est globalement ce que vous avez déjà dans vos dossiers techniques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça paraît souvent très simple en apparence de faire une spécification d'utilisation, mais ce n'est pas juste une simple formalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de juste dire « mon utilisateur est un infirmier ». Il va falloir entrer un peu plus en détail. Et c'est justement les 3 erreurs qu'on retrouve le plus dans les dossiers de usability au niveau de la spécification. La première erreur, c'est d'oublier les profils utilisateurs. Donc, comme je vous l'ai dit, on doit s'intéresser à tous les cycles de vie. Ce qui veut dire que si on a une phase de transport, on va avoir un transporteur qui va être considéré comme un utilisateur. Si on a une phase de stockage, potentiellement, ça peut être un pharmacien, ça peut être les personnes en charge des entrepôts de stockage, etc. Donc ça, c'est une erreur qu'on voit souvent, c'est d'oublier certains profils ou les profils liés à la maintenance, à l'installation. La seconde erreur, c'est justement de ne pas assez décrire les profils utilisateurs. Donc, comme je disais, se contenter de dire mon dispositif est utilisé par des infirmiers, souvent, ce n'est pas suffisant. Il faut venir décrire, voilà, mes infirmiers en moyenne, ils ont entre 25 et 60 ans, ils ont une taille moyenne comprise entre 1,50 m et 1,90 m, ils ont 5 à 6 années d'expérience ou des choses comme ça. Le but, c'est de se demander comment ça peut impacter la conception, puisque par exemple, si vous faites un dispositif où il y a des choses en hauteur, forcément, si vos utilisateurs font tous moins d'1,60 m et que vous concevez quelque chose pour les gens d'1,70 m, ça va vite être compliqué. Et ensuite, la troisième erreur, c'est de ne pas assez décrire l'environnement d'utilisation. Donc pareil, quand on décrit son environnement, on ne peut pas se contenter de, par exemple, dire « c'est utilisé en bloc opératoire ». Il faut savoir quel est le niveau de luminosité d'un bloc opératoire, notamment si on a des écrans, pour savoir quel rétroéclairage installé sur l'écran, quelles sont les conditions d'humidité, de température. En résumé, on doit mettre tout ce qui peut impacter la conception et l'utilisation d'un dispositif. Une fois qu'on a fait cette phase, et dans cette phase de spécification, mes petits conseils, ce serait d'aller sur le terrain pour récolter des informations, puisque souvent on pense connaître nos utilisateurs, mais il faut savoir que les choses évoluent très vite. Et donc, c'est toujours bien d'aller sur le terrain, aller observer comment ça se passe. Et si jamais ce n'est pas possible d'aller sur le terrain, de faire quelques entretiens
avec des utilisateurs dits finaux du dispositif. Mon second conseil, c'est que ce document, il n'est pas figé. C'est-à-dire que jusqu'à l'évaluation sommative, vous pouvez mettre à jour ce document de spécification d'utilisation. Vous pensez bien le mettre à jour quand même avant la conception, mais c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez gagner des informations sur l'utilisation de votre dispositif, sur vos utilisateurs, sur leur environnement, vous pouvez mettre à jour votre document. Donc allez-y. Une fois qu'on a fait cette spécification d'utilisation, on va passer à l'analyse des risques d'usage. Donc ce sera les points 5.2 à 5.4 de la norme. Donc ce que nous dit la norme, c'est qu'on a 3 étapes pour réaliser son analyse des risques. La première, ça va être d'identifier les caractéristiques de l'interface utilisateur qui vont être relatives à la sécurité, et on va venir identifier les erreurs d'utilisation potentielles. Le petit conseil, c'est d'utiliser la liste de questions qu'on retrouve dans le guide technique 24 971, qui vont nous permettre justement d'identifier les caractéristiques de l'interface utilisateur relatives à la sécurité. La seconde étape, ça va être d'identifier les phénomènes dangereux connus ou prévisibles. Et la troisième, d'identifier et d'écrire les scénarios d'utilisation relatifs aux phénomènes dangereux. À savoir que l'analyse des risques, on fera un webinaire dédié, puisque là, on n'a pas trop le temps de rentrer dans tous les détails, mais globalement, elle est très proche de l'analyse des risques que vous allez réaliser dans le cadre de l'ISO 14971 de manière globale. C'est juste qu'on va vraiment se concentrer sur l'utilisation. La petite différence qu'on a au niveau de la 62366, c'est que dans le cadre de l'ISO 14971, on va intégrer l'utilisation anormale, mais dans le cadre de la 62366, on va l'éviter. Donc nous, on va se concentrer vraiment sur ce qui survient lors de l'utilisation normale, donc l'utilisation correcte et les erreurs d'utilisation. Donc pour vous donner des petits exemples, l'utilisation normale, c'est globalement l'opération, tout se passe bien. L'utilisateur se conforme aux instructions d'utilisation selon les pratiques généralement acceptées. C'est vraiment utiliser le dispositif comme c'est prévu d'être utilisé. Mais lors de l'utilisation normale, on a 2 cas. On peut avoir une utilisation correcte, c'est-à-dire que l'utilisateur va utiliser le dispositif sans rencontrer d'erreur d'utilisation. Donc si je prends l'exemple, par exemple, de quelque chose où il y a un dosage, l'utilisateur, il comprend bien que le dosage, c'est de 2 doses par jour, donc il doit prendre une dose le matin, une dose le soir. Je suis en utilisation correcte puisque j'utilise mon dispositif conformément à ce que le fabricant le désirait. Et j'ai le cas des erreurs d'utilisation. Donc une erreur d'utilisation, ça va être une action ou justement une inaction de l'utilisateur lors de l'utilisation d'un dispositif médical qui va entraîner un résultat différent de celui prévu soit par le fabricant, soit attendu par l'utilisateur. Donc si je reprends l'exemple d'un dispositif avec un dosage, il lit mal les instructions, il les comprend mal, et il prend 4 doses, parce que lui, il pensait que c'était 2 doses le matin et 2 doses le soir. Donc il se retrouve avec un surdosage. Et si on distingue juste l'utilisation anormale, donc qui n'est pas à prendre en compte pour la 62366, mais c'est pour bien vous montrer la différence entre une erreur d'utilisation et une utilisation anormale, là, ça va être vraiment quelque chose qui va être intentionnel, c'est-à-dire que vous avez tout fait pour protéger votre dispositif, mais l'utilisateur décide quand même de faire autrement. Donc, dans le cadre d'un dispositif avec un dosage, c'est-à-dire que lui comprend très bien qu'il doit prendre que 2 doses, que c'est une le matin, une le soir, mais il se dit, je vais en prendre 4, comme ça, je suis sûr que mon traitement il va bien fonctionner et ça ira plus vite pour me guérir. Globalement, c'est un peu la grosse distinction qu'on a. Et donc, du coup, pour chaque risque, vous allez devoir documenter le scénario d'utilisation relatif au phénomène dangereux, la situation dangereuse, le danger, l'erreur d'utilisation associée, le dommage associé, la sévérité et la fréquence d'apparition du risque initial, tout ce qui va être mesure de maîtrise du risque, donc conformément à la 14971, donc tout ce qui va être inhérent par design, tout ce qui va être mesure de protection et tout ce qui va être information documentaire que vous allez pouvoir ajouter. Et enfin, vous allez aussi devoir documenter la sévérité, la fréquence d'apparition et le niveau du risque résiduel une fois que vos évaluations seront faites. Donc là, c'est un petit exemple tiré de la norme pour vous montrer un petit peu ce qu'on attend au niveau de l'actualisation de niveau analyse des risques. Donc, si on prend le scénario d'utilisation relatif aux phénomènes dangereux, on serait dans un cas où on a un patient qui a une mauvaise vue. Les unités des étiquettes de mesure ne sont pas claires sur un glucomètre. Il y a un mauvais éclairage au niveau du domicile. Et donc, du coup, on a un patient qui va choisir un affichage de la glycémie dans des unités qui vont être incorrectes et du coup, il se trompe au niveau de la lecture de sa glycémie actuelle. Le glucomètre est difficile à lire pour le patient et le patient va s'administrer une quantité excessive d'insuline puisqu'il a mal interprété sa glycémie. Donc, le danger associé, c'est-à-dire qu'on a un résultat incorrect pour le médicament qui va entraîner un coma diabétique.
Et au niveau des mesures de maîtrise du risque, ce qu'on aurait pu faire, c'est d'inclure un rétroéclairage sur l'affichage. On aurait pu ajouter la taille des caractères. Donc, par exemple, pour les personnes plus âgées qui vont avoir des problèmes de vue, augmenter la taille des caractères. Donc, ça, c'est de la sécurité inhérente par conception. Et ce qu'on aurait pu faire au niveau des mesures de protection additionnelles, par exemple, ça va être de mettre un petit message au niveau du glucomètre pour indiquer que les unités affichées de mesure de glycémie dans le sang, elles ne sont pas compatibles avec le choix du pays sélectionné au tout début. Donc, si on est en France, on va être par exemple en millilitres ou des choses comme ça, et dans d'autres pays, ce sera d'autres unités. Et on aurait pu même rajouter au niveau de la notice des petites informations pour dire de bien vérifier l'unité avant de lire les informations. Et juste pour vous expliquer rapidement ce que c'est un scénario d'utilisation relatif au phénomène dangereux, c'est dans le cadre de l'utilisation d'un dispositif, donc on va réaliser plusieurs tâches avec le dispositif. Si je prends un stylo auto-injecteur, par exemple, ma première tâche, ça va être de prendre mon stylo, par exemple, tout bêtement. Ma seconde tâche, c'est que, par exemple, je vais retirer le capuchon. Et ma troisième étape, je vais vouloir mettre le dosage. Sauf que là, au niveau de la dose, je vais rencontrer une erreur, puisque par exemple, au lieu de mettre 2 unités, je vais en mettre 4, puisque peut-être que l'affichage n'est pas clair, il n'y a pas de flèche pour me guider exactement où je suis, donc je ne sais pas vraiment comment tourner ma molette et mettre ma dose. Et donc, du coup, j'interagis de manière erronée avec mon dispositif, qui va m'envoyer une réponse inattendue, puisqu'il va m'envoyer 4 unités alors que moi, j'en voulais que 2. Et donc, du coup, je rencontre une situation dangereuse, puisque je reçois plus d'insuline que ce que je pensais recevoir. Donc globalement, c'est ça qu'on va essayer de trouver lorsqu'on fait l'analyse des risques. C'est tous les petits cas qui peuvent se produire qui vont nous mener à une situation dangereuse. Donc au niveau de l'analyse des risques, les petits conseils, c'est d'éviter de faire des risques trop généraux, du type l'utilisateur ne comprend pas l'interface, puisqu'une fois que vous allez faire vos évaluations, vous allez vous dire, bon, en fait, à chaque fois qu'on a une erreur, ça va être parce que l'utilisateur n'a pas compris l'interface. Donc ce risque va être beaucoup impacté. Donc le mieux, c'est vraiment de les diviser en risques vraiment plutôt micro pour éviter ces cas-là. Je vous conseille aussi de réaliser une analyse des tâches, donc c'est-à-dire que vous prenez votre dispositif et vous le découpez vraiment en chaque tâche possible avec. Donc, première tâche, par exemple, si c'est un logiciel identification, deuxième tâche, import d'un fichier, troisième tâche, lancement de l'analyse, ou des choses comme ça. De bien le scinder en plusieurs tâches, ça va vous aider justement lorsque vous faites vos risques, de vous dire, OK, à chaque tâche, qu'est-ce qui peut se passer? Et ensuite, vous pouvez soit créer une analyse des risques spécifiques, donc ce qu'on appelle Use-Related Risk Analysis, ou alors vous pouvez, dans votre analyse des risques globale, créer une petite balise aptitude à l'utilisation pour bien venir après taguer vos risques usability, puisque c'est ceux qu'on va venir sélectionner pour les évaluations. Ça vous permettra de vous y retrouver un petit peu plus vite. Une fois qu'on a fait son analyse des risques, on va devoir venir sélectionner ces scénarios pour l'évaluation sommative. Donc c'est le point 5.5 de la norme. Donc il faut savoir que quand on sélectionne ces scénarios pour l'évaluation sommative, on a 3 options. La première, ce serait de sélectionner tous les scénarios. Donc quand on parle de scénarios, ça va être tous les scénarios d'utilisation relatifs aux phénomènes dangereux qu'on a vus juste avant. Donc l'option 1, on sélectionne tous les scénarios. Ça, c'est bien quand vous avez un dispositif pas trop complexe, où vous savez que les tests vont pas durer 4 heures et vous n'avez pas énormément de scénarios. Je vous conseille de tous les sélectionner, au moins vous balayez la globalité de votre dispositif. La seconde option, ça va être de sélectionner un sous-ensemble de scénarios en vous basant sur la sévérité du dommage potentiel. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre analyse des risques, vous avez associé toutes vos sévérités et vos gravités, toutes vos sévérités et vos fréquences. Et là, le but, c'est de vous dire, OK, tous mes risques avec une sévérité, par exemple, si vous êtes sur une échelle qui va de 1 à 5 en termes de sévérité, tous mes risques qui ont une sévérité de 3, 4 et 5, je vais les intégrer au niveau de mes évaluations, au niveau de mon évaluation sommative. C'est le cas quand vous avez beaucoup de risques, ça vous permet quand même d'en sélectionner que certains, puisque sinon votre évaluation va être trop longue. Quand on parle de ça, on parle bien de la sévérité initiale, c'est-à-dire la sévérité avant mesure de maîtrise du risque, et on parle uniquement de la sévérité et pas du niveau de risque global. Et la troisième option, ça va être de sélectionner un sous-ensemble de scénarios en vous basant sur la sévérité, mais également sur d'autres circonstances spécifiques. Donc, par exemple, dans le cas où vous allez être dans l'impossibilité de simuler le scénario sans mettre en danger le participant, ou en cas de manque de réalisme. Si vous faites une évaluation sommative ou dans la consigne, vous dites déjà à moitié la réponse parce que sinon, ce n'est pas possible de simuler, autant exclure le scénario de votre évaluation, sinon le résultat est totalement biaisé. Au niveau des petits conseils, moi, ce que je vous conseille, donc la norme le met tout de suite après l'analyse des risques.
moi, je vous conseille de plutôt réaliser cette sélection au moment de la rédaction du protocole d'évaluation. Tout simplement puisque sinon, en fait, vous allez devoir faire des mises à jour très régulières, puisque là, on est encore en phase où on n'a pas conçu notre dispositif. Donc, si vous sélectionnez vos scénarios avant même la conception, peut-être que vous allez manquer certains scénarios, puisque lors de la conception, vous allez rajouter des fonctionnalités, ou pendant vos évaluations formatives, vous allez découvrir des modifications à faire. Et si vous faites cette sélection avant même d'avoir fait tout ça, vous allez pouvoir potentiellement rater des scénarios. Et c'est même plus simple de le faire vraiment au moment de sa sommative, comme ça, vous avez bien tout dans votre protocole. Et ce qui est surtout important, c'est de penser à bien documenter votre stratégie. Donc, de dire, bah, on avait 3 possibilités, on a choisi de tous les mettre, ou alors on a choisi en fonction de la sévérité, et de bien expliquer, bah, voilà, à partir de quelle sévérité vous avez décidé d'inclure vos scénarios et pourquoi vous avez fait ce choix. C'est quelque chose qui est souvent regardé par les auditeurs, donc je vous conseille vivement de bien le documenter. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on passe à la spécification interface utilisateur, qui est le point 5.6 de la norme. Donc, la spécification d'interface utilisateur, elle va devoir indiquer les exigences techniques pouvant être soumises aux essais et qui vont être applicables à l'interface utilisateur. Et c'est globalement tout ce qui va être applicable aux mesures de maîtrise du risque sélectionnées. C'est donc un ensemble de spécifications qui vont décrire de manière complète et prospective l'interface utilisateur. Ça, pareil, globalement, c'est quelque chose que vous avez déjà dans vos dossiers, mais qui est important aussi de mettre en place pour l'aptitude à l'utilisation. Donc, cette spécification interface utilisateur, elle va devoir prendre en compte votre spécification d'utilisation, puisque forcément, vous concevez une interface pour un certain type d'utilisateur dans un certain environnement. Donc, forcément, l'environnement et l'utilisateur va impacter la conception. Vous devez aussi prendre en compte les erreurs d'utilisation connues ou prévisibles, puisque comme on le disait, le but, c'est de mettre en place des mesures de maîtrise du risque. Donc, une fois que vous avez identifié vos erreurs d'utilisation, vous devez vous demander comment, au niveau de ma conception, je peux venir faire des choses pour éviter que ces erreurs apparaissent ou au moins les réduire au maximum. Et c'est également pour ça que vous devez prendre en compte les scénarios d'utilisation liés au danger. Donc, globalement, cette phase-ci, c'est je spécifie comment mon interface doit être conçue. Ce qu'elle va contenir, ça va être des exigences techniques testables, une indication pour indiquer si la documentation accompagnant le dispositif est requise, puisque tout ce qu'on appelle documentation d'accompagnement, donc c'est-à-dire support de formation, notice, carte d'implant, tout ça fait partie de l'interface utilisateur. Donc, on doit aussi avoir des exigences liées à ces documents. Et pareil, dans le cadre de la formation, si vous avez une formation, vous allez devoir faire des exigences au niveau des supports de formation, et donc ça doit être documenté dans votre spécification interface utilisateur. Au niveau des petits exemples qu'on peut retrouver, donc par exemple, on va devoir documenter quel élément de l'interface utilisateur est concerné. Donc si on prend par exemple des boutons d'un panneau de commande, on va avoir des utilisateurs qui vont nous dire il faut que les boutons soient suffisamment grands, puisque il ne faut pas qu'on puisse appuyer sur 2 boutons en même temps, par exemple. Et donc, du coup, ça va se traduire en exigence en se disant, voilà, les boutons de panneau de commande doivent avoir des dimensions d'au moins 1,5 cm en hauteur, en largeur. Ils doivent être espacés d'au moins 2 cm. Donc ça va être pour chaque partie de votre interface, vous allez devoir mettre des exigences. À noter que ça peut se baser soit sur un besoin exprimé par l'utilisateur, soit par de la littérature que vous avez trouvée, de la bonne pratique, ou des choses comme ça. Il y a des choses qui existent déjà sur le marché qu'on peut reprendre. Et l'objectif, voilà, c'est juste de documenter d'où vient votre source et pourquoi vous avez réalisé cette exigence. Ensuite, une fois qu'on a fait sa spécification d'interface, on va passer au plan d'évaluation de l'interface utilisateur, qui est le chapitre 5.7 de la norme. Donc ce plan, il va devoir documenter les objectifs de chaque évaluation formative et sommative et les méthodes associées. Ce qu'on nous dit, c'est que si des tests utilisateurs sont utilisés, il va falloir documenter les groupes utilisateurs que vous allez inclure dans vos évaluations, l'environnement de test et les conditions d'utilisation, si les documents d'accompagnement sont fournis ou non, si une formation est prévue, et si jamais une formation est prévue, quel est le délai entre la fin de la formation et le début du test pour l'utilisateur. Ce qu'il faut savoir au niveau de ce plan, c'est qu'au niveau de la norme, pour l'instant, c'est toujours un petit peu flou, parce qu'on a la -1 qui va nous parler de plan d'évaluation, et on a la -2, donc le guide technique, qui va nous donner un plan de protocole. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un plan d'évaluation assez macro, donc quelque chose de très général, en disant, voilà, mon dispositif, c'est tel dispositif, j'ai prévu de faire tant d'évaluations formatives, de décrire globalement les méthodes que vous avez utilisées en évaluation formative, avec quels utilisateurs.
pareil pour votre évaluation sommative, sans rentrer trop dans les détails en disant je vais faire une évaluation sommative en avril 2026 avec 15 chirurgiens. Et après, pour chacune des évaluations, avoir vraiment des protocoles dédiés. Parce que de toute manière, même si vous faites un plan d'évaluation, si vous faites, admettons, 5 évaluations formatives, une évaluation sommative, votre plan d'évaluation va faire 400 pages. Vous allez devoir le mettre à jour à chaque fois, vous n'allez jamais pouvoir le valider. C'est pas très pratique, donc je vous conseille vraiment d'avoir un plan d'évaluation très général et des protocoles très spécifiques ensuite pour chacune de vos évaluations. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va concevoir son interface. Donc ça, c'est le chapitre 5.8 de la norme. Et ce que nous dit la norme, c'est qu'on va devoir concevoir notre interface, y compris la documentation d'accompagnement, comme décrit dans la spécification d'interface utilisateur. Donc vous avez spécifié comment vous allez concevoir votre interface, et maintenant, il faut la concevoir tout simplement. Et une fois qu'on est en cours de conception, on va devoir faire des évaluations formatives. Donc l'évaluation formative, c'est aussi le point 5.8 de la norme, puisque c'est au cours de la conception. Ça n'arrive pas après la conception, c'est vraiment pendant la conception. Donc une évaluation formative, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être une évaluation qui a pour objectif d'explorer les forces et faiblesses de la conception de votre interface et les erreurs d'utilisation non prévues. Typiquement, on a commencé par l'analyse des risques en deuxième phase. Bien, peut-être qu'on a oublié des erreurs d'utilisation. Et bien, en faisant des évaluations formatives, on va se rendre compte si on a oublié. Et l'évaluation formative, son but vraiment, c'est à chaque itération de conception, on va aller regarder ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Ça nous permet de venir faire des ajustements avant de figer la conception. Et souvent, ça nous permet d'économiser beaucoup d'argent, puisque si on fige la conception et qu'on se rend compte qu'on a des problèmes et qu'on doit tout recommencer, ce n'est pas le bon plan. Donc, ça se fait vraiment de manière itérative. Donc, juste pour un petit rappel, quand on parle d'interface utilisateur, on va venir parler soit de produits physiques, d'applications logicielles, de documentation d'accompagnement, de formation, de packaging. En fait, c'est tout point de contact entre l'utilisateur et le dispositif. Au niveau de l'évaluation formative, on va pouvoir réaliser ces évaluations sur n'importe quel support. C'est-à-dire que ça peut être du dessin, ça peut être du prototype 2D, 3D, de la maquette, du draft de document. Le but, c'est vraiment justement de le faire le plus en amont possible et de ne pas figer la conception. Donc, vous pouvez vraiment le faire sur tout ce que vous avez comme interface. Donc, quand la réaliser, eh bien, le plus tôt possible, tout au long de la conception, de manière itérative, et je dirais même à chaque étape importante de développement. Une fois que vous voulez vraiment valider un point important de la conception, je vous conseille de réaliser une évaluation formative. On se pose souvent la question de savoir combien en réaliser. Ce que nous dit généralement la littérature, c'est au moins 2 à 3. Mais globalement, vous pouvez en faire en fait autant que nécessaire. L'idée, c'est de s'arrêter lorsque vous jugez que la qualité de développement de votre dispositif de conception est suffisante pour aller en évaluation sommative, puisqu'on va le voir juste après, l'évaluation sommative se fait sur la version finale de votre dispositif. Donc là, quand vous jugez que le développement est suffisamment avancé, que la conception est suffisamment bonne, que lorsque vous faites vos évaluations, vous n'avez plus trop de retours négatifs ni de faiblesses identifiées, eh bien, vous pouvez stopper vos évaluations formatives. Au niveau de ces évaluations, vous pouvez les faire avec du personnel de l'entreprise et ou des utilisateurs représentatifs des utilisateurs finaux. Ce que je vous conseille, c'est de voir en fonction de votre dispositif. Si par exemple, vous avez un dispositif qui demande des compétences très spécifiques, donc un implantable de chirurgie, il faut vraiment connaître la technique chirurgicale, allez plutôt chercher des utilisateurs représentatifs des utilisateurs finaux, puisque potentiellement, le personnel de l'entreprise va vous faire des retours qui ne vont pas être très justes vis-à-vis de l'utilisation du dispositif. En revanche, si par exemple vous développez un sirop pour la toux, du sirop physiologique, donc quelque chose qui est à destination du grand public, n'hésitez pas à prendre le personnel de votre entreprise, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances très spécifiques pour utiliser ce type de produit. Après, le bon compromis, c'est souvent de faire un petit mix. Si par exemple ça porte sur des compréhensions notices ou autres, vous pouvez faire appel à du personnel de l'entreprise. Si c'est sur des tâches très spécifiques, allez plutôt chercher l'utilisateur final. Donc voilà, c'est un peu à vous de mixer. Vous avez les deux possibilités. Mais le point important, c'est quand même d'intégrer au moins quelques utilisateurs finaux au cours de la conception pour être sûr d'aller dans le bon chemin. Avec combien d'utilisateurs? Eh bien, si vous optez pour la méthode des tests utilisateurs en évaluation formative, vous serez à 6 à 8 participants par groupe utilisateur. Donc, je précise bien par groupe utilisateur, puisque par exemple, sur un dispositif, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs. Donc, par exemple, un dispositif utilisable au bloc opératoire, potentiellement, vous allez avoir les infirmiers pour tout ce qui va être ouverture des packaging, donner le dispositif, etc. Et vous allez avoir les chirurgiens qui vont vraiment réaliser
l'implantation, si on prend un implantable, qui vont vraiment réaliser l'opération. Dans ce cas-là, vous avez bien deux groupes utilisateurs bien distincts, puisqu'ils vont avoir des tâches différentes à effectuer avec le dispositif et ont des compétences bien particulières propres à leur activité. Donc là, vous allez par exemple prendre 6 infirmiers, 6 médecins, dans ce cas-là. Pour tout ce qui va être autre méthode, vous allez voir juste après toutes les méthodes qu'on peut utiliser, la norme ne nous indique pas de chiffre précis. Donc, j'ai tendance à dire que ça va plutôt dépendre de la méthode. Si vous êtes sur une méthode quantitative où il vous faut énormément de données, donc type par exemple questionnaire en ligne, sur de la quantitative, vous allez chercher beaucoup d'utilisateurs pour avoir des données suffisamment robustes niveau statistique. Et si on a des méthodes plutôt qualitatives, donc entretien, où c'est plus long, ça va être des entretiens d'une heure ou des choses comme ça, vous allez pouvoir réduire votre nombre d'utilisateurs, puisque vous n'allez pas faire 100 entretiens, par exemple. Donc, au niveau des méthodes possibles, il faut savoir qu'on en a 19. Donc, je ne vais pas toutes les revoir en détail, mais globalement, vous savez que vous en avez 19 de possibles, donc c'est assez large. Certaines vont être plus utilisées que d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, on a des méthodes type workload assessment, ce n'est pas des méthodes très utilisées, ni le time and motion s'utilise. En revanche, tout ce qui va être focus group, observation, interview, etc., ça va être très utilisé. Pour choisir quelle méthode utiliser, eh bien, ça dépend de votre objectif. Si votre objectif, ça va être de mettre à jour l'analyse des risques, on va plutôt s'orienter sur des méthodes type FMIA, FTA, Brainstorm New Scenario, Cognitive Workflow, des choses comme ça, qui vont plutôt nous aider à venir trouver des risques. Si en revanche, ce qu'on veut, c'est du design, de la créativité, parce qu'on est encore au début de conception, on veut savoir comment vraiment concevoir, quelle couleur utiliser ou des choses comme ça, on va plutôt partir sur des activités type focus group, participatory design, advisory panel review. Et enfin, si l'objectif, c'est plutôt d'évaluer vraiment le dispositif, on va partir sur des méthodes type test utilisateur, simulation, observation ou encore tout ce qui va être expert review, standard review. Donc voilà, ça dépend vraiment du niveau de développement que vous avez et de votre objectif. Donc pour toutes ces méthodes, vous pouvez vous référer à l'annexe E de la 62-366-2 qui explique en détail chacune des méthodes. Donc globalement, comment ça se déroule une évaluation formative? Eh bien, premièrement, on va choisir sa méthode en fonction de son objectif. Ensuite, on rédige un protocole associé. Donc dans le protocole, on va documenter les utilisateurs, la méthode, l'objectif. Ensuite, on fait la phase d'évaluation, on analyse les résultats et on rédige le rapport. Et ensuite vient la décision, le moment où on doit décider si on va modifier ou non son dispositif. Alors même si vous ne prenez pas en compte les modifications, vous n'en faites pas, puisque par exemple, le ratio coût-bénéfice n'est pas assez important pour décider de faire des modifications, documentez-les quand même en expliquant pourquoi vous ne l'avez pas pris en compte. Au moins, vous avez une traçabilité, puisque si un auditeur voit votre rapport et qu'il voit que vous avez plein de suggestions de modifications, mais que vous n'avez rien fait derrière, il peut vous demander pourquoi vous n'avez rien fait. Et là, c'est le moment d'expliquer un petit peu, en fait, si on faisait telle modification, on crée un nouveau risque, ou alors niveau rapport coût-bénéfice, ça ne vaut pas du tout le coup. Donc, comment documenter votre évaluation formative? Donc, premièrement, comme je le disais, on va venir rédiger un protocole. On va documenter la méthode, les participants, les objectifs. On rédige le rapport qui va décrire les forces identifiées sur l'interface, les faiblesses et les nouveaux risques identifiés. Alors, au niveau du rapport, souvent les fabricants disent non, je n'ai pas fait d'évaluation formative, j'ai rien fait, tout ça. Il faut savoir que même un compte-rendu d'une réunion que vous avez pu faire avec un utilisateur final, quand vous êtes parti vous entretenir avec un médecin, vous avez fait un petit compte-rendu, ça peut être valorisé comme évaluation formative. Donc pensez bien, à chaque fois que vous voyez quelqu'un, que vous échangez avec quelqu'un, à le consigner, vous allez pouvoir le valoriser dans votre dossier. Et ensuite, comme je le disais, il va falloir documenter si les modifications qui vont être réalisées ou non suite à l'évaluation. Au niveau des petits conseils, c'est, premièrement, vous n'êtes pas obligé de prendre en compte tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un utilisateur vous dit « oui, c'est sûr, moi je préfère rouge que vert » qu'il faut l'écouter. L'utilisateur, alors c'est un peu contre-intuitif ce que je veux dire, mais l'utilisateur n'a pas toujours raison. Donc, si vous avez qu'un utilisateur, par exemple, sur 30 qui vous suggère une modification, vous n'êtes pas obligé de la prendre en compte. Parce que souvent, les fabricants sont effrayés de se dire on a une suggestion, là, on n'a pas envie de la prendre en compte, comment on fait? Est-ce qu'on va se faire refuser d'autres dossiers ou autre? Non, il n'y a pas de problème tant que vous justifiez pourquoi vous ne prenez pas en compte cette modification. Comme je disais, pensez à tout documenter. Chaque réunion, chaque chose que vous faites, documentez-la et valorisez-la dans votre dossier. Lorsque vous faites vos évaluations, si vous le faites avec des utilisateurs de votre entreprise,
essayez de ne pas prendre en compte le personnel qui a participé à la conception. Tout simplement, puisque forcément, ce personnel est biaisé, vous allez avoir des résultats pas très utilisables au final, c'est pas très objectif. Donc, ça ne va pas vous servir à grand-chose, vous allez plutôt perdre du temps si vous le faites comme ça. Surtout, ne prenez pas toujours les mêmes personnes, parce que si vous prenez, par exemple, vous avez un dispositif à destination des médecins, vous prenez toujours le même médecin, forcément, il va le concevoir dans cette vision à lui, mais ouvrez-vous le champ des possibles et allez voir d'autres médecins pour avoir d'autres avis différents. Au niveau de la maximisation de vos chances de réussir vos évaluations formatives, eh bien, j'ai envie de dire planifier les plus tôt possible. Le but, c'est vraiment d'aligner le planning de développement de votre dispositif avec vos évaluations formatives. Comme ça, vous aurez bien à chaque échéance de se dire est-ce qu'on fait une évaluation formative à celle-ci, oui ou non, et de savoir ce que vous avez besoin pour réaliser vos évaluations formatives. Donc, essayez vraiment d'aligner vos plannings de développement avec celui de l'évaluation formative. C'est souvent sous-estimé, mais pensez à réaliser des évaluations sur vos documents d'accompagnement, puisque souvent, on se rend compte un petit peu à la fin que les notices sont un petit peu difficiles à comprendre, et elles sont quand même souvent utilisées comme mesure de maîtrise du risque. Donc, pensez quand même à les inclure lors de vos évaluations formatives. Donc, essayez d'inclure des utilisateurs représentatifs. Le petit point de vigilance qui est plutôt important, c'est que les utilisateurs que vous allez prendre lors de vos évaluations formatives ne pourront pas participer à l'évaluation sommative. Donc, si vous avez des profils très, très spécifiques, par exemple un chirurgien spécialisé en rachis du dos, évitez de tous les recruter lors de vos évaluations formatives, gardez-en quand même pour l'évaluation sommative, puisque sinon, vous n'allez plus avoir de panel disponible. Donc, essayez de réaliser une évaluation formative à chaque étape importante du développement. Et le petit dernier conseil, ça peut être de réaliser une évaluation formative en répétition de l'évaluation sommative. Donc, pour vérifier que votre évaluation sommative se déroule bien, n'hésitez pas à faire une dernière évaluation formative qui va être une répétition de votre évaluation sommative. Et donc, on passe à la fameuse évaluation sommative, donc, qui est le chapitre 5.9 de la norme. Donc, l'évaluation sommative, qu'est-ce que c'est? Ça va être une évaluation de l'interface effectuée à la fin du développement qui a pour objectif d'obtenir une preuve tangible que l'interface utilisateur peut être utilisée en toute sécurité. Globalement, ça se fait à la fin du développement de l'interface utilisateur, juste avant la commercialisation ou avant vos essais cliniques. Généralement, on en fait une seule, mais ça va dépendre du nombre de tâches et de la complexité de l'interface. Si par exemple, vous avez une interface très très complexe avec énormément de profils utilisateurs et vous voyez que votre évaluation, elle va devoir durer 4, 5, 6 heures, comme ça, là, vous allez la découper en plusieurs étapes, puisqu'on ne peut pas tenir quelqu'un pendant 5 heures au niveau concentration. Généralement, un test, on va essayer de le faire durer maximum 2 heures, puisque sinon, vous allez forcément avoir des résultats dégradés. Ça reste humain, on ne peut pas se concentrer plus de 2 heures. Au niveau de l'interface utilisateur, donc autant en évaluation formative, je vous disais, vous pouvez le faire sur tout type d'interface, du draft, de la maquette, tout ça. Au niveau de l'évaluation sommative, on va être vraiment sur la version finale de votre dispositif, donc celle qui va être commercialisée. Et pareil, on doit tout évaluer, donc produit physique, application de logiciel. Surtout en évaluation sommative, on n'oublie pas sa notice, son guide de démarrage rapide si on en a un, sa carte d'implant, sa formation, puisqu'il faut savoir qu'en évaluation sommative, si post-commercialisation, vous avez prévu une formation avant l'utilisation de votre dispositif, vous devez dispenser cette formation lors de l'évaluation sommative. Et pareil, n'oublie pas d'évaluer son packaging et ses étiquettes. Au niveau de la méthode, donc là, on a beaucoup moins de choix que pour l'évaluation formative, donc on a quand même plusieurs méthodes possibles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va devoir utiliser la méthode des tests, sauf si vous pouvez justifier que vous ne pouvez pas réaliser de tests. Donc là, en fait, on n'a pas vraiment le choix. C'est globalement la méthode des tests. Les méthodes où vous n'allez pas pouvoir faire de tests, ça va être vraiment, par exemple, sur de l'implantable. On va plutôt aller sur de la simulation, par exemple, ou de l'observation, des petites choses comme ça. Mais globalement, les 3 quarts du temps, c'est les tests qui sont préconisés. Donc, au niveau des utilisateurs et du nombre, il faut savoir que pour l'évaluation sommative, ça va être 15 utilisateurs représentatifs des utilisateurs finaux par groupe utilisateur. Donc là, on ne prend plus du personnel d'entreprise, sauf dans des cas très précis où c'est votre personnel d'entreprise qui est utilisateur du dispositif. Donc ça arrive sur des cas de maintenance ou des choses comme ça. Donc c'est bien 15 par groupe utilisateur. Donc je reprends mon exemple tout à l'heure. Un dispositif implantable, souvent on a la partie infirmier qui va s'occuper du packaging, etc. Donc je vais avoir 15 infirmiers et je vais avoir 15 chirurgiens qui vont eux être vraiment dans l'utilisation du dispositif. Ce qu'il faut faire, c'est prendre des profils avec des caractéristiques variées.
Par exemple, si vous prenez 15 utilisateurs pour un sérum physiologique, ne prenez pas 15 personnes qui ont tous entre 25 et 30 ans. On va vous demander voilà, de couvrir un peu toute la population possible, d'où l'importance de votre spécification d'utilisation. Vous allez décrire finement vos utilisateurs. Là, on va vous demander vraiment de faire quelque chose de cohérent. Donc, par exemple, si c'est un dispositif utilisé par des tout-venants, je vais prendre des personnes entre 18 et 80 ans, par exemple. Je vais prendre moitié homme, moitié femme. Je vais regarder s'ils ont des expériences avec des dispositifs similaires. Je vais faire un mix ou des choses comme ça. Le but, c'est vraiment d'avoir un échantillon représentatif de votre population finale. Et du coup, c'est super important de bien déterminer vos groupes utilisateurs puisque ça va avoir un impact important sur votre évaluation sommative. Puisque si vous avez 4 groupes vraiment bien distincts, vous allez devoir faire 4 x 15. Si par contre vous n'avez que 1 ou 2 groupes, vous allez devoir faire 1 x 15 ou 2 x 15. Au niveau de l'environnement, vous allez devoir le faire dans un environnement réaliste. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas précisé pour l'évaluation formative, mais l'évaluation formative, vous pouvez la faire un petit peu où vous voulez. Au niveau de l'évaluation sommative, vous allez devoir montrer que l'environnement dans lequel vous avez fait vos tests est représentatif de la réalité. Donc, si vous avez un dispositif qui doit être utilisé au bloc opératoire, soit vous allez devoir louer un bloc opératoire, soit aménager une salle qui va représenter les conditions d'un bloc opératoire. Donc, tout ce qui va être conditions lumineuses, sonores. Il faut aussi penser aux distractions. Voilà, si c'est des dispositifs qui sont utilisés dans l'environnement où il y a d'autres dispositifs, il ne faut pas hésiter à mettre d'autres dispositifs et à les faire sonner, par exemple. Des conditions de stress, est-ce qu'on est en conditions stériles ou non. Voilà, vraiment, vous devez avoir un environnement le plus proche possible de la réalité. Au niveau de l'évaluation sommative, comment ça se déroule? Premièrement, je rédige mon protocole. Ensuite, je forme mes utilisateurs, si c'est pertinent. Si je n'ai pas de formation prévue post-commercialisation, je ne forme pas mes utilisateurs. Ensuite, je réalise mon évaluation, donc à travers des scénarios qu'on va demander aux participants de réaliser. On peut leur demander également de remplir des questionnaires. Ensuite, une fois qu'on a fait son évaluation, on va devoir venir analyser les résultats et les causes profondes, c'est-à-dire de comprendre ce qui s'est passé lors des évaluations. Et ensuite, on doit rédiger son rapport d'évaluation sommative. Donc pareil pour l'évaluation sommative, je suis un petit peu rapide, mais on aura un webinaire dédié vraiment sur comment on mène une évaluation sommative et comment analyser ses résultats. Donc au niveau de la documentation de cette évaluation, donc on va avoir un protocole. Donc, dans le protocole, ce qui est important d'écrire, c'est une brève introduction. Donc, quel est mon dispositif, quelle est sa classe et pourquoi je fais un protocole. Quels vont être les objectifs de mon évaluation. La méthodologie. Donc là, c'est très important de décrire finement quels utilisateurs vous allez recruter, dans quel environnement va se passer votre évaluation. D'expliquer les données que vous allez collecter, comment vous allez les analyser. De documenter. Ici, vous allez devoir documenter, donc comme on l'a vu tout à l'heure, le choix des scénarios que vous allez inclure. Donc, est-ce que vous avez inclus tous vos scénarios? Est-ce que vous en avez sélectionné certains? Vous allez devoir écrire des tâches que vous allez demander aux participants de réaliser. Quel va être le comportement attendu? Ça, c'est super important, c'est-à-dire qu'à chaque tâche, vous allez devoir décrire, nous, on veut que l'utilisateur fasse ceci, cela, etc. Et pendant votre évaluation, ce que vous allez faire, c'est voir si votre utilisateur a eu le comportement que vous attendiez. S'il ne l'a pas eu, vous allez devoir documenter s'il y a une erreur d'utilisation qui est associée ou non. Et ensuite, dans votre protocole, c'est quand même important de mettre tout ce qui est formulaire de consentement, puisque forcément, le participant va devoir remplir quand même un formulaire pour accepter de participer à votre étude. Et c'est bien aussi de mettre ce qu'on appelle donc un screener de recrutement. Donc, screener de recrutement, ça va être une liste de questions qui vont établir les critères de recrutement de vos participants. Donc, par exemple, je ne sais pas si c'est un dispositif entièrement pour les femmes, vous allez le mettre en critère de recrutement. Vous allez poser la question, par exemple, êtes-vous un homme ou oui, non? Si la personne répond oui, vous allez l'exclure de votre recrutement. Donc ça, c'est important de le documenter dans votre protocole. Et au niveau de votre rapport, vous allez devoir décrire la méthodologie, donc faire un rappel de votre méthodologie, expliquer si vous avez eu des déviations, c'est-à-dire que vous avez imaginé votre protocole, malheureusement, dès le premier test, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme prévu, il va falloir le documenter dans votre rapport. Et surtout, quand vous le documentez, expliquez si ça a eu un impact ou non sur l'évaluation. Vous allez devoir documenter les participants que vous avez recrutés et en quoi ils étaient représentatifs de vos utilisateurs finaux. Vous allez devoir également documenter votre environnement de test. Vous allez devoir faire une synthèse des résultats pour chacune des tâches que vous avez demandé aux participants d'effectuer et déterminer les causes profondes pour chaque événement rencontré. Donc, comme je le disais, vous aviez un comportement attendu, le participant n'a pas rempli le comportement attendu. Eh bien, c'est à vous de déterminer pourquoi il n'a pas eu le comportement attendu. Est-ce que c'était un défaut d'interface ou est-ce que c'est lui qui n'avait pas compris la consigne, par exemple? Voilà, venir justifier un peu ce qui s'est passé et enfin faire une conclusion. Ensuite, une fois que vous avez fait votre évaluation sommative, vous allez devoir utiliser les résultats pour réaliser l'analyse du risque résiduel. Donc ça se fait vraiment conformément à votre procédure de gestion des risques.
Et vous allez devoir déterminer si des modifications sont nécessaires et quels sont leurs impacts. Donc si par exemple, pour une étape, vous avez déterminé que c'est à cause de l'interface utilisateur et que c'est arrivé, je ne sais pas, sur 10 participants sur 15, peut-être qu'il va falloir mettre quelque chose en place et réaliser une modification. Et du coup, si c'est une modification qui va impacter une tâche dite critique, donc ça va être une tâche où la sévérité associée va être assez élevée, ou si ça engendre un nouveau risque, eh bien, il vous sera sûrement demandé d'effectuer une nouvelle évaluation sommative sur là où les parties d'interface modifiées. C'est-à-dire qu'au niveau de la norme, on a une petite souplesse qui nous dit que si on fait une modification d'interface et qu'on doit repartir en évaluation sommative, on va s'intéresser uniquement à là où les parties d'interface qu'on est venu modifier. Donc pour maximiser vos chances de réussite, eh ben, la première chose, c'est de réaliser des tests à blanc, donc de faire un pré-test. C'est-à-dire que vous avez écrit votre protocole, pensez à le répéter, même si c'est quelqu'un d'interne. Faites des répétitions pour voir que tout se passe bien, s'il dure bien dans les temps. Si vous avez tout préparé, notamment sur l'interface numérique, bah, pensez bien à créer des faux comptes ou des choses comme ça. Anticipez votre recrutement, surtout si vous avez des profils très spécifiques, ça peut mettre 3 à 4 semaines pour trouver vos participants, donc pensez vraiment à le faire. Pensez vraiment à votre environnement de station et tous les facteurs qui vont impacter, donc luminosité, température, etc. Assurez-vous que la formulation des tâches est adaptée aux populations. Donc, si par exemple vous avez des tests sur des enfants ou des adolescents, vous n'allez pas peut-être utiliser le même langage que pour des adultes ou pour des médecins. Donc, essayez d'adapter un petit peu le langage. L'objectif, c'est de guider le moins possible le participant. Hein, c'est qu'il a des tâches à réaliser, il a son interface et il doit les faire par lui-même. Surtout, ne minimisez pas l'importance des évaluations formatives. Comme je le disais, n'oubliez pas vos documents d'accompagnement lors de vos évaluations, qu'elles soient formatives ou sommatives. Surtout en sommative, c'est super important d'évaluer sa notice, le support de formation, les cartes d'implant. Pensez bien à faire signer des consentements de participation. Et pour tout ce qui est professionnel de santé, n'oubliez surtout pas que ça doit s'inscrire dans la loi anti-cadeau et les déclarations de transparence. Au niveau de la documentation, il faut savoir qu'on peut écrire un Usability Engineering Report. À noter qu'il est facultatif, ce rapport, mais il est fortement recommandé. Ce qu'il peut contenir, c'est premièrement un résumé de la démarche. Globalement, l'objectif de ce rapport, ça va être de documenter rapidement toute la démarche d'application que vous avez effectuée. Puisque vous allez avoir beaucoup de fichiers un peu en vrac, c'est pas toujours facile pour l'auditeur de s'y retrouver, surtout lorsque vous avez beaucoup d'évaluations formatives web, de se dire, bon, ok, cette évaluation, elle est arrivée avant celle-ci ou avant celle-ci, de comprendre l'ordre, c'est parfois difficile. Donc, c'est bien d'avoir vraiment ce document. Donc, vous pouvez faire un résumé. Ensuite, vous allez devoir résumer votre spécification d'utilisation, décrire votre interface utilisateur, résumer les problèmes d'utilisation connus. Donc, les problèmes d'utilisation connus, c'est par exemple si vous avez une ancienne version de votre dispositif, c'est bien de venir mettre ce qui avait mal fonctionné sur l'ancien dispositif et comment vous y avez pallié par la conception de votre nouveau dispositif, ou ça peut aussi être fait sur des revues de littérature des dispositifs similaires aux vôtres. Donc, si vous savez que vous avez un concurrent qui a quasiment le même dispositif que vous, allez voir s'il n'y a pas eu des déclarations d'incidents pour éviter les mêmes problèmes que votre concurrent. Ensuite, dans ce document, vous allez devoir décrire les scénarios d'utilisation liés aux risques évalués et pourquoi vous les avez sélectionnés. Faire un résumé de vos évaluations formatives. Donc, globalement, on a fait tant d'évaluations, on a fait telle modification sur l'interface. Un résumé de votre évaluation sommative. Donc, le résumé de votre évaluation sommative doit être quand même plus conséquent que celui d'évaluation formative. L'objectif, c'est surtout de faire un rappel de la méthodologie et des résultats principaux. Et enfin, vous allez devoir conclure en disant, bah voilà, notre processus montre bien que notre dispositif est sûr d'utilisation dans son environnement prévu, avec l'utilisateur prévu. Donc ce document, comme je disais, il est facultatif, mais je vous conseille vivement quand même de le faire. Ça favorisera vos échanges avec les auditeurs. Et enfin, on a le dernier petit cadre de la norme qui concerne tout ce qui va être Legacy Devices, ou alors ce qu'on appelle des UP. Donc c'est l'annexe C de la norme. Donc cette annexe, elle a été créée pour les interfaces commercialisées avant 2015, pour lesquelles on n'a aucun dossier d'actualisation qui n'a été établi conformément à la version 2015 de la norme, et pour lesquelles aucune modification majeure de l'interface n'a été apportée. Donc par exemple, si vous avez commercialisé un dispositif en 2004, que vous n'avez pas fait d'actualisation et vous ne l'avez absolument pas modifié, eh bien vous pouvez suivre cette annexe. À savoir que vous pouvez avoir des cas mixtes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre interface, vous l'avez créée en 2004, vous ne l'avez pas modifiée. Par contre, vous avez modifié toute votre notice d'utilisation. Eh bien, votre interface non modifiée va être annexe C, votre notice va devoir suivre le processus complet. Donc, ces interfaces, on va les appeler des U. Donc, c'est un nom un peu sauvage, un peu barbare, pour dire User Interface of Unknown Provenance.
donc des interfaces qui sont inconnues vis-à-vis du processus d'aptitude à l'utilisation. Et donc, on peut mettre en place un processus simplifié en 5 étapes. La première, ça va être de faire une spécification d'utilisation, donc documenter vos utilisateurs, l'environnement d'utilisation. Ensuite, vous allez devoir revoir les informations post-production. Donc, c'est-à-dire que la phase de suivi post-production, pour l'instant, n'est pas rendue obligatoire dans le processus d'utilisation. Mais si, par exemple, ici, vous n'avez pas assez de données, il va falloir mettre en place des choses pour aller récolter des données. Donc, je vous conseille fortement de mettre en place un flow suivi post-production. Ensuite, vous allez devoir identifier les dangers et phénomènes dangereux liés à l'utilisation, décrire les mesures de contrôle du risque et l'analyse du risque résiduel. Donc, globalement, vous allez devoir faire une analyse des risques. Et pour faire votre analyse des risques résiduels, vous allez devoir vous baser sur la revue des informations post-production. Donc, si lors de votre post-production, vous vous rendez compte qu'il n'y a eu aucun incident lié à la usability, que vous n'avez pas de retour utilisateur concernant la usability, eh ben, vous allez pouvoir dire que votre risque résiduel il est acceptable parce que vous n'allez pas le modifier. Si en revanche, la revue des informations post-production vous révèle des changements à faire ou autres, eh bien peut-être que votre risque résiduel sera inacceptable et que vous allez devoir faire des modifications. Et ces modifications vont devoir repasser à travers tout le processus d'aptitude à l'utilisation. Donc, en conclusion, je le répète très très souvent, mais le processus d'utilisation, ce n'est pas une simple formalité, ce n'est pas juste des cases à cocher, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour un dispositif sûr et intuitif. Globalement, il ne faut pas le voir juste comme une contrainte réglementaire supplémentaire, il faut le voir vraiment comme une opportunité d'améliorer votre dispositif et de le créer pour vos utilisateurs. Et si vous intégrez l'actualisation dès le début, bien souvent, vous avez un retour sur investissement beaucoup plus important, puisque si vous arrivez à la fin sur votre évaluation sommative en vous disant il faut absolument que je fasse un processus d'actualisation, potentiellement votre conception va être à recommencer. Et là, vous allez vous exposer à des délais super importants, des coûts super importants. Donc, vraiment, essayez de l'intégrer dès le début. Et les 6 erreurs les plus courantes qu'on remarque globalement au niveau de l'actualisation, ça va être de ne pas assez l'anticiper. Puisque au final, plus on l'anticipe, plus vous allez voir, on trouve ça facile à faire. La seconde erreur, c'est de ne pas réaliser assez d'évaluations formatives. La troisième, c'est d'oublier certains cycles de vie. Même si, par exemple, vous ne faites pas d'évaluation sommative sur vos transporteurs, il faut quand même documenter leur profil et bien penser à eux dans la conception. La quatrième erreur, ce serait de ne pas assez documenter ou valoriser le travail réalisé. Comme je le disais, tout entretien que vous pouvez faire avec des utilisateurs ou toute réunion même que vous faites en interne sur, par exemple, comment on peut trouver des risques, vous pouvez valoriser ça comme une revue d'analyse des risques, etc. La cinquième erreur, ce serait de ne pas impliquer suffisamment d'acteurs et de services. Par exemple, se dire, bon, l'actualisation, c'est quelque chose de réglementaire, on va rester entre chargés d'affaires réglementaires, mais non, en fait, c'est super important de chercher tous les acteurs, puisque, par exemple, le SAV ou par exemple, le marketing peut avoir fait des études en amont pour bien définir les profils utilisateurs et peut vous servir d'input. La R&D peut vous donner des indices sur tout ce qui va être spécification, pourquoi on ne peut pas le prendre en compte, pourquoi on peut le prendre en compte. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher un peu tout le monde au niveau de l'entreprise. Et enfin, la dernière erreur qu'on voit le plus, c'est de négliger certaines étapes au détriment de l'évaluation sommative. Comme l'évaluation sommative, c'est vraiment ce qui, entre guillemets, donne la preuve que votre dispositif est sûr d'utilisation, on a tendance à vouloir vraiment foncer sur l'évaluation sommative, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup d'étapes à faire avant et que ces étapes vont vous mener à faire une évaluation sommative réussie la plupart du temps. Donc, pour résumer, donc, les étapes, c'est vraiment je spécifie mon utilisation, donc médiateur, le contexte, j'analyse les risques d'utilisation associés, je viens sélectionner mes scénarios d'utilisation pour l'évaluation sommative, mais comme je vous disais, moi je vous conseille de le faire vraiment au niveau de l'évaluation sommative. Je viens spécifier mon interface utilisateur, je viens décrire mon plan d'évaluation, ensuite je conçois, je fais des évaluations formatives de manière itérative au cours de la conception, et je viens faire mon évaluation sommative pour attester de la sécurité d'utilisation de mon dispositif. Donc maintenant, ça va être le petit temps des questions-réponses. Alors, je suis désolée, c'était peut-être un peu rapide, mais il y a beaucoup de choses à voir. Mais comme je disais, on fera des webinaires dédiés pour chacune des phases. Donc maintenant, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou sur l'onglet des questions-réponses.
Et si jamais personne n'a de réponse, on va pouvoir le terminer, mais surtout, n'hésitez pas, il nous reste 4-5 minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Du coup, est-ce que la définition d'exigence utilisateur peut venir de l'URA également ou seulement des besoins utilisateurs? Non, tout à fait, ça peut aussi venir de votre analyse des risques. Donc, si vous avez déterminé dans votre analyse des risques que vous avez des mesures de conception à mettre en place, des mesures de maîtrise à mettre en place, vous allez pouvoir définir vos exigences utilisateurs en fonction de ça. Donc, c'est également un point important à prendre en compte. Le principal, en fait, ça va être de venir documenter quelle est la source de votre exigence, mais vous pouvez vraiment vous baser sur tout ce que vous trouvez, donc de la littérature, du besoin utilisateur. Ça peut être sur du besoin interne, puisque vous avez identifié que c'était essentiel de mettre en place telle chose au niveau de la conception, eh bien, vous allez pouvoir le prendre de votre analyse des risques. Donc, vraiment, en fait, c'est toute source possible au niveau de vos exigences d'interface. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tous les cas, je vous enverrai le lien du replay et la présentation. Et aussi, on a notre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver tous les replays des webinaires si jamais vous ne pouvez pas y assister en temps voulu. Généralement, on en fait un par mois. Mais voilà. Donc, si ça vous convient de tout, je vous propose de terminer. Et dans tous les cas, on vous envoie un mail juste après avec le replay. Et si vous avez des questions, on reste bien sûr disponible. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée à tous.